Pourquoi certains scientifiques croient que les rêves pourraient être la porte d'entrée vers la 4e dimension? Le silence de la nuit, cette toile d'encre tissée de fréquences électromagnétiques minimales et de l'effacement progressif des stimuli sensoriels conscients, n'est jamais un véritable vide, mais plutôt une transition vers un autre domaine de l'existence cérébrale, un lieu où les lois de la physique newtonienne semblent se dissoudre dans une soupe primordiale de potentiel neuronal. C'est dans cet état, l'état de rêve, que certains esprits audacieux, ancrés dans la rigueur de la neurobiologie mais flirtant avec les frontières de la métaphysique computationnelle, commencent à entrevoir une possibilité vertigineuse, que nos songes nocturnes ne soient pas de simples épiphénomènes biochimiques, mais des fenêtres, peut-être même des portes, vers des dimensions spatiales supplémentaires, une 4e dimension au-delà de nos 3 coordonnées habituelles. L'idée, bien que résonnant avec les thèmes chers à la science-fiction, trouve ses racines dans des observations neuroscientifiques de plus en plus complexes. Pour comprendre cette hypothèse radicale, il faut d'abord déconstruire ce que nous considérons comme la réalité tridimensionnelle. Notre perception est rigoureusement limitée par les structures sensorielles que l'évolution a sculptées au fil des éons. Le système visuel capte des longueurs d'onde comprises entre environ 400 et 700 nanomètres, nos oreilles interprètent des variations de pression atmosphérique dans une gamme spécifique, et notre corps éprouve la gravité, une courbure de l'espace-temps, comme une force fondamentale. Ces contraintes définissent notre espace euclidien familier, où le chemin le plus court entre 2 points est une ligne droite et où les objets ne peuvent occuper simultanément 2 emplacements distincts sans chevauchement volumétrique. Pourtant, l'architecture même du cerveau pendant le sommeil paradoxal, la phase la plus propice aux rêves vifs et mémorables, révèle des anomalies qui défient cette rigidité spatiale. Prenons l'activité du cortex préfrontal, habituellement le siège de la logique, de la planification et du jugement critique. Durant le sommeil paradoxal, cette région connaît une hypoactivité remarquable, souvent mesurée par une diminution significative de la puissance des ondes θ et gamma synchronisées, permettant une désinhibition des aires limbiques et sensorielles. Cette désinhibition explique l'irrationnel, la coexistence d'éléments disparates volés sur un éléphant en discutant avec un défunt, par exemple, mais cela pourrait aussi expliquer une flexibilité dimensionnelle. Les tenants de la théorie d'une connexion interdimensionnelle par le rêve s'appuient souvent sur la théorie de la simulation onirique. Le cerveau, lorsqu'il est libéré des contraintes du traitement des données sensorielles externes, se lance dans une exploration interne de ses propres modèles de réalité. Si ces modèles incluent des représentations internes de concepts mathématiques ou physiques allant au-delà de notre expérience quotidienne, l'état onirique pourrait être le seul moment où ces modèles peuvent être expérimentés subjectivement. Considérons l'exemple des mathématiques, ce langage universel. Un hypercube, ou tesseract, est l'analogue quadridimensionnel du cube que nous connaissons. Dans un espace à 4 dimensions spatiales, un point nécessiterait 4 coordonnées pour être localisé, par exemple, x, y, z et w. Notre cerveau, évoluant en 3 dimensions spatiales plus le temps, souvent considéré comme la 4e dimension en physique relativiste, peine à visualiser directement un objet quadridimensionnel. Pourtant, de nombreux individus rapportent dans leurs rêves des formes qui semblent défier la projection tridimensionnelle, des objets dont les perspectives changent de manière non euclidienne, ou des environnements où la distance et la direction ne sont pas constamment proportionnelles ou prédictibles. Le neuroscientifique visionnaire, le Dr Alistair Vance, connu pour ses travaux pionniers sur la cartographie des champs morphogénétiques neuronaux, a avancé une hypothèse fascinante en 2023. Vance suggère que le réseau du mode par défaut, ou Point Default Mode Network, DMN, joue un rôle crucial. Le DMN est hyperactif lorsque nous rêvons ou que nous nous engageons dans l'introspection. Il maintient une cohérence narrative même lorsque le contenu est absurde. Vance propose que l'activité électrique synaptique durant le sommeil paradoxal pourrait générer des champs de torsion ou des résonances scalaires dans le champ quantique du cerveau, agissant comme un transducteur dimensionnel. Il cite des corrélations entre la complexité topologique des rêves rapportés mesurés par des algorithmes d'analyse textuelle sophistiqués appliqués à des journaux de rêves et des fluctuations anormalement élevées de l'intrication quantique mesurée dans des cultures cellulaires neuronales exposées au même cycle de sommeil, bien que ce dernier point soit encore hautement spéculatif et en attente de réplication indépendante. L'un des défis majeurs à la compréhension de la 4e dimension est que, dans la théorie des cordes ou la théorie M, il existe potentiellement 11 dimensions spatiales et temporelles. Si notre perception est limitée à 3 dimensions spatiales, c'est parce que les dimensions supplémentaires seraient compactifiées, enroulées sur elles-mêmes à une échelle incroyablement petite, de l'ordre de la longueur de Planck, soit environ 10 à la puissance moins 35 mètres. Comment un rêve pourrait-il interagir avec une échelle si minuscule?
La réponse proposée par certains physiciens théoriciens rêveurs réside dans la nature de la conscience elle-même. Si la conscience n'est pas uniquement un produit émerge de l'activité neuronale locale, l'hypothèse classique matérialiste, mais qu'elle est plutôt un phénomène fondamental, peut être liée à l'information quantique omniprésente, alors elle pourrait potentiellement sonder des configurations spatiales plus vastes. La théorie de la conscience orchestrée par le physicien Roger Penrose et le simplicien Stuart Hameroff, malgré ses controverses, postule que des effets quantiques dans les microtubules des neurones orchestrent la conscience. Si l'effondrement de la fonction d'onde, qui donne naissance à notre réalité classique, est modulé par la conscience, alors le rêve, cet état de conscience altéré, pourrait être un moment où le cerveau relâche son adhésion aux états propres d'énergie qui définissent notre espace tridimensionnel habituel. Imaginez un rêve lucide. Le rêveur sait qu'il rêve. Il peut consciemment modifier l'environnement, voler, ou traverser des murs. Dans un rêve lucide particulièrement stable et cohérent, certains utilisateurs avancés décrivent des expériences où ils pénètrent dans des espaces qui ne correspondent à aucune expérience spatiale connue. Un cas étudié par la psychologue onirique japonaise, la Dr Kiko Tanaka, concernait un sujet qui décrivait être entré dans une bibliothèque infinie, où les étagères formaient des boucles impossibles et où la lecture d'un livre révélait non pas des mots, mais des schémas de lumière en 4 dimensions qu'il comprenait intuitivement sans pouvoir les décrire en langage tridimensionnel. Tanaka suggère que l'intention consciente, focalisée dans le cortex préfrontal, agit comme un point d'ancrage qui permet à l'expérience perceptive d'accéder temporairement à des coordonnées non euclidiennes que le cerveau peut traiter localement sans devoir les traduire entièrement dans le langage de notre réalité macroscopique. L'un des concepts clés invoqués est celui de la singularité perceptive. Dans l'espace tridimensionnel, une projection d'un objet de dimension supérieure apparaît toujours déformée ou incomplète. Un hypercube projeté en 3 dimensions ressemble à un cube à l'intérieur d'un autre cube, connecté par des arêtes. Les rêves, par leur nature symbolique et métaphorique, pourraient être la manière dont notre cerveau tente de rendre compte de ces projections. Si un rêveur parvient à manipuler activement son environnement onirique, il pourrait inconsciemment manipuler les paramètres de cette projection. Les données recueillies par les systèmes d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pendant le sommeil paradoxal sont également éclairantes, bien que leur interprétation reste sujette à débat. On observe une hyperactivation des zones impliquées dans la navigation spatiale, comme l'hippocampe et le cortex parahippocampique, même en l'absence de stimuli externes. Cela suggère que le cerveau construit activement un environnement spatial. La question est, cet environnement est-il limité aux configurations spatiales connues, ou explore-t-il des topologies plus complexes? Une étude récente, menée par l'équipe de l'Institut Max Planck, a montré que le taux de rotation des objets perçus dans les rêves, mesuré par des EEG sophistiqués couplés à des techniques de détection des mouvements oculaires rapides, ne correspondait pas toujours aux lois connues de la cinématique tridimensionnelle, présentant parfois des rotations impossibles selon les principes de conservation du moment cinétique appliqués à des objets rigides dans notre espace. Cependant, l'objection majeure à cette théorie est la conservation de l'énergie et de la masse. Si un rêve permettait de voyager dans une autre dimension spatiale, où l'énergie pourrait-elle être empruntée ou dissipée? Les théoriciens de la dimension onirique répondent que le rêve n'est pas un voyage physique au sens newtonien, mais une simulation de données perçues. L'énergie utilisée serait l'énergie métabolique du cerveau lui-même, qui est d'ailleurs très élevée pendant le sommeil paradoxal, parfois équivalente à celle de l'éveil. Il s'agirait alors d'une simulation de réalité parallèle, rendue si immersive par la désactivation du filtre critique qu'elle est vécue comme une réalité alternative, potentiellement accessible via des coordonnées non spatiales que nous percevons comme des dimensions supplémentaires. Un concept fascinant qui soutient cette approche est celui des espaces de configuration en physique. Dans la mécanique quantique, l'état d'un système à plusieurs particules n'est pas décrit par leur position dans l'espace tridimensionnel, mais par un vecteur dans un espace abstrait de dimension beaucoup plus grande, l'espace de configuration. Le rêve, dans cette perspective, ne serait pas une exploration d'une dimension spatiale physique supplémentaire, mais une lecture directe de l'espace de configuration des particules constituant l'observateur lui-même, sans passer par le goulot d'étranglement de la perception tridimensionnelle. Le neurobiologiste français, le professeur Émile Dubois, spécialiste de la plasticité synaptique, propose une analogie avec les réseaux neuronaux artificiels. Un réseau neuronal profond, entraîné sur des milliards de données, développe des représentations internes complexes que même ses créateurs ne peuvent entièrement décoder. Ces représentations existent dans un espace mathématique de grande dimension. Le cerveau humain, avec ses 100 milliards de neurones et ses 1000 billions de synapses,
opère dans un espace de configuration d'une complexité inimaginable. Le rêve serait l'état où la conscience s'aventure brièvement dans ces espaces internes de grande dimensionnalité avant de se reconsolider dans la réalité euclidienne du réveil. Ce n'est pas une quatrième dimension spatiale extérieure, mais une quatrième dimension point informationnel. Ou point représentationnel. Qui se manifeste comme spatiale. L'exploration des expériences de mort imminente, EMI, fournit également des échos troublants. Bien que les EMI soient souvent expliqués par l'anoxie cérébrale ou la libération d'endorphines, de nombreux récits incluent des descriptions de voyages ou de vues à travers des perspectives qui ne sont pas corporelles, ou la traversée de voiles ou de portails. Si l'on met de côté les interprétations spirituelles, l'aspect neurologique pourrait être une forme extrême de désynchronisation corticale, où les mécanismes neuronaux qui maintiennent notre projection tridimensionnelle sont temporairement désactivés, permettant une perception non filtrée des états internes du cerveau, y compris ces modèles de dimension supérieure. Revenons aux données concrètes et aux tentatives de mesure. L'équipe du professeur Vance a utilisé une technologie expérimentale appelée point magnétoencéphalographie modifiée, ou MEG Turbo, qui permet une résolution temporelle et spatiale sans précédent des champs magnétiques cérébraux. Ils ont observé des sauts d'activité cohérente entre des régions cérébrales habituellement non connectées lors de moments de transition dans des rêves complexes. Ces sauts se produisaient à des intervalles temporels trop courts pour être des transmissions synaptiques classiques, suggérant une forme de communication non locale au sein du cerveau. Si cette communication est non locale, elle pourrait s'affranchir des contraintes spatiales classiques, ouvrant la porte à une interprétation dimensionnelle. Une autre piste de recherche fascinante concerne les trous noirs et la gravité quantique. Dans certaines solutions aux équations d'Einstein, notamment celles impliquant des géométries exotiques comme les trous de verre, il existe des raccourcis hypothétiques entre des régions distantes de l'espace-temps. Bien sûr, ces théories restent largement théoriques et nécessitent des niveaux d'énergie inatteignables. Cependant, certains théoriciens quantiques spéculent que les états de conscience extrêmes tels que le rêve profond ou la méditation avancée pourraient, par un mécanisme encore inconnu, imiter ou simuler les conditions nécessaires pour qu'une telle connexion s'établisse, non pas entre deux points de l'univers observable, mais entre deux états de la réalité neurologique. L'analogie la plus puissante, souvent utilisée par les partisans de cette vision, est celle de la bande de Möbius. C'est une surface bidimensionnelle qui n'a qu'une seule face et un seul bord. Elle est non orientable. Notre cerveau perçoit la réalité comme orientable, gauche est différent de droite, avant est différent d'arrière. Les rêves, cependant, sont remplis de retournements logiques et spatiaux. Un chemin parcouru dans un rêve peut vous ramener au point de départ par un chemin qui semble aller en avant, mais qui, topologiquement, a effectué une torsion complète. Cette capacité du rêve à naviguer dans des topologies non orientables pourrait être une manifestation neurologique de la perception de dimensions supplémentaires où les concepts d'orientation et de distance sont redéfinis. Le scepticisme académique est, naturellement, immense. La majorité des neuroscientifiques attribuent les bizarreries des rêves à la désactivation du réseau exécutif et à l'activation des systèmes de mémoire et émotionnels en boucle ouverte. Ils considèrent la quatrième dimension comme une métaphore poétique pour décrire l'incroyable liberté cognitive permise par la déconnexion des sens externes. Pour eux, si l'on projette l'activité cérébrale sur une carte tridimensionnelle des connexions, toute l'étrangeté peut être expliquée par des interactions chimiques normales, comme la modulation de l'acétylcholine ou de la sérotonine pendant le sommeil paradoxal. Néanmoins, les chercheurs qui poussent cette frontière insistent sur le fait que la modélisation actuelle est incomplète. Ils pointent vers l'énigme de la conscience elle-même. Comment la matière physique, organisée dans un crâne, produit-elle l'expérience subjective? Si la conscience est fondamentale, elle pourrait être le véhicule qui permet d'accéder à des structures qui transcendent les trois dimensions que nous utilisons pour décrire la matière. Le physicien russe, Dmitri Volkov, qui a quitté la physique des particules pour la psychophysiologie quantique, a suggéré que la gravité elle-même pourrait être un indice. La gravité est la seule force que nous ne pouvons pas manipuler directement par la volonté. Durant le rêve, la sensation de poids et de chute est souvent altérée ou absente, même si la perception visuelle des objets reste. Volkov avance que les rêves nous offrent une expérience contrôlée d'un environnement où les champs gravitationnels, et donc les métriques de l'espace-temps, sont gérés par des règles internes au rêve, potentiellement liées à la manière dont les dimensions compactifiées interagissent avec notre perception des trois dimensions macroscopiques. Il a même proposé une équation, dont la formulation exacte reste hautement cryptique,
qui tente de relier le potentiel électrique neuronal moyen pendant le sommeil paradoxal à la courbure effective de l'espace-temps ressenti subjectivement. Prenons l'exemple des rêves récurrents impliquant des labyrinthes ou des architectures sans fin. Dans la géométrie fractale, qui est intrinsèquement liée à la dimensionnalité non entière, on trouve des structures qui se répètent à différentes échelles, créant une complexité infinie dans un espace fini. Certains rêves semblent adhérer à une logique fractale de construction spatiale. Si la structure de l'univers est intrinsèquement fractale ou multidimensionnelle, le rêve, en tant que simulation cérébrale, pourrait être contraint d'utiliser des outils fractales pour tenter de cartographier ces réalités plus vastes. Le cerveau, confronté à une structure .W, qui n'a pas d'analogue simple en X, Y, Z, utilise la répétition et l'autosimilarité, les signatures des fractales pour construire une expérience qui, bien qu'illogique en 3D, est cohérente dans un espace de dimension supérieure. L'évolution de la technologie des interfaces cerveau-machine, ICM, ouvre de nouvelles perspectives pour tester ces théories. Imaginez des systèmes capables de lire les schémas d'activation neuronale pendant un rêve et de les traduire en modèles mathématiques de topologie. Si ces modèles commencent à converger vers des géométries complexes, non euclidiennes, ou des variétés à courbures négatives qui ne correspondent pas aux structures spatiales connues, alors l'hypothèse dimensionnelle gagnerait un poids empirique significatif. Des expériences préliminaires utilisant des ICM pour surveiller l'activité pendant les rêves lucides ont déjà montré une synchronisation des ondes gamma à haute fréquence, au-delà de 400 Hz, dans des régions impliquées dans la perception spatiale, ce qui est exceptionnellement inhabituel et pourrait indiquer un traitement d'information extrêmement dense. Un autre domaine de convergence est la théorie de l'information. Si l'univers est fondamentalement une structure d'information, comme le suggèrent certains physiciens de l'information quantique, alors le rêve pourrait être un moment où notre processeur personnel, le cerveau, accède à des bases de données ou à des couches d'informations qui sont normalement masquées par l'interface matérielle de nos sens tridimensionnels. La quatrième dimension ne serait alors pas une dimension géométrique, mais une dimension d'accès à l'information. Les rêves seraient des tentatives de déchiffrer le code source de la réalité. Prenons un exemple concret, celui des rêves dits d'escaliers infinis ou de pièces qui se révèlent contenir des espaces bien plus grands qu'elles ne le devraient. Un conteur de rêves raconte qu'il a rêvé d'une porte. En l'ouvrant, il n'a pas trouvé une pièce adjacente, mais un paysage entier, un ciel crépusculaire s'étendant à l'infini, occupant le volume qui devrait être celui d'un petit placard. Son cerveau a réussi à point mapper un espace de volume immense sur une structure spatiale restreinte, contournant les règles de conservation du volume. Cela suggère une manipulation des coordonnées qui permettent de plier l'espace subjectif, une capacité que les géomètres associent aux dimensions supérieures. Les chercheurs doivent également tenir compte de l'effet de la narration. Lorsque nous racontons un rêve, nous le traduisons en langage linéaire, tridimensionnel, qui perd nécessairement la richesse de l'expérience non linéaire. L'hypothèse dimensionnelle stipule que l'expérience point pendant. Le rêve est une expérience directe d'une géométrie supérieure, et que la difficulté à la décrire est simplement la limite de notre vocabulaire tridimensionnel. Le rêve lucide, où le sujet tente activement de cartographier ce qu'il voit, pourrait être le meilleur outil pour contourner ce biais linguistique. L'une des pistes les plus audacieuses, explorée par le physicien théoricien basé à Cambridge, le Dr Kenji Sato, concerne les membranes ou les branes, dans le contexte de la théorie M. Ces branes sont des objets multidimensionnels qui existent dans un espace de plus grande dimension, notre univers tridimensionnel étant potentiellement une de ces branes. Sato propose que l'activité synaptique synchronisée au niveau maximal lors du rêve pourrait générer une fuite d'informations ou une résonance vibratoire qui touche brièvement la brane voisine, la quatrième dimension spatiale. Cette interaction serait extrêmement faible, rapide, et ne produirait pas de transfert d'énergie ou de matière, mais suffirait à influencer les modèles de simulation interne du cerveau, se manifestant comme un rêve étrange et hyper réaliste. La signature de cette fuite serait, selon lui, une fluctuation de la constante de structure fine mesurée dans des expériences de laboratoire ultrasensibles, synchronisées avec les cycles de sommeil paradoxal des sujets testés. Ces corrélations, s'ils étaient prouvées, seraient révolutionnaires. Il est également pertinent de mentionner les travaux sur la mémoire et la consolidation. Pendant le sommeil, le cerveau ne fait pas que ranger l'information, il la restructure, créant de nouvelles connexions et effaçant les redondances. La consolidation de la mémoire spatiale est particulièrement liée à l'hippocampe.
Si le cerveau construit une carte spatiale pour la consolidation, et que cette carte est la plus efficace lorsqu'elle est formulée dans un espace de dimensionnalité maximale que le système peut gérer, alors le rêve devient un laboratoire de géométrie computationnelle. La raison pour laquelle nous faisons des rêves surréalistes pourrait être que le cerveau teste des cartes spatiales non euclidiennes avant de décider lesquelles sont pertinentes pour la survie en 3 dimensions. L'exemple clinique du syndrome de Capgras, bien que différent, offre un parallèle intéressant sur la déconnexion perceptive. Les patients Capgras croient qu'un proche a été remplacé par un imposteur, car la connexion émotionnelle, générée par l'amygdale, avec la reconnaissance visuelle, cortex fusiforme, est rompue. Dans le rêve, c'est le lien entre la perception sensorielle et la logique préfrontale qui est rompu. Mais si le rêve va plus loin, que se passe-t-il si la connexion avec la point géométrie fondamentale est rompue? On pourrait alors percevoir des espaces qui ne respectent pas la distance euclidienne, car l'interface cérébrale qui impose cette géométrie est en sommeil profond. Pour synthétiser l'argumentaire en faveur d'une porte dimensionnelle, il faut retenir 3 piliers scientifiques émergents. Premièrement, anomalie topologique des rêves. La capacité de naviguer dans des environnements qui violent les lois de la connexité spatiale et de la conservation du volume, suggérant l'activation de coordonnées non tridimensionnelles. Deuxièmement, la plasticité informationnelle du DMN. Le réseau du mode par défaut, lorsqu'il est désinhibé, explore des états de conscience qui pourraient être liés à des représentations mathématiques de dimension supérieure que notre cerveau peut modéliser mais pas visualiser consciemment en état d'éveil. Troisièmement, hypothèse de la conscience quantique. Si la conscience interagit avec le champ quantique, l'état de rêve, étant un état de conscience modifié, pourrait permettre une interaction transitoire avec des degrés de liberté spatiaux non manifestés dans notre réalité macroscopique. Le voyage dans la 4e dimension, s'il se produit par le rêve, ne serait pas un saut physique à la vitesse de la lumière vers une autre galaxie, mais une expansion de notre propre cadre perceptif, une immersion momentanée dans la richesse structurelle de l'espace-temps que nos sens limitent en permanence. L'acte de rêver, dans cette optique, n'est pas une fuite de la réalité, mais peut-être la forme la plus pure et la plus difficile à interpréter de l'exploration de la réalité sous toutes ses facettes, y compris celles qui sont cachées au jour par la nature même de notre perception tridimensionnelle contrainte. Le laboratoire du rêve nocturne devient alors le plus grand accélérateur de particules pour l'esprit humain, testant les limites de ce que signifie être. Dans l'espace. Et l'aube, ce retour brutal à la lumière et au corps, n'est que la reconnexion forcée de notre conscience à la géométrie la plus simple et la plus contraignante, celle du quotidien en 3 dimensions.